Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous avoir conviés pour cette rencontre. Alliance Vita a été fondée au moment des premières lois de bioéthique, fin 93, et nous sommes sensibles aux évolutions de la loi pour que soit prise en compte la protection de la vie des plus fragiles, spécialement dans les domaines de la procréation, du handicap et aussi autour du traitement appliqué aux embryons humains. Nous accompagnons plus de 2500 femmes et couples chaque année sur les questions de la maternité avec notre service SOS Bébé, questions d'infertilité, questions d'annonce du handicap. La façon dont sont élaborées les lois de bioéthique depuis 1994 demande pour nous une véritable évaluation. Le législateur s'affranchit, on s'aperçoit toujours plus des questions éthiques en essayant d'ériger des digues qui n'arrêtent pas de s'effondrer et surtout sans évaluer les conséquences sociales et humanitaires de ces pratiques. À ce titre, je vous livre deux constats. Le premier, autour du parcours d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, qui demeure quand même un véritable parcours du combattant. Il ne faut pas le sous-estimer avec des traitements qui affectent physiquement et aussi psychologiquement les femmes, mais aussi les hommes. Bien sûr, nous sommes témoins de toute la joie des parents qui donnent naissance à des enfants tant espérés en ayant recours à ces techniques. Mais ces techniques ne sont qu'un palliatif et ne guérissent pas l'infertilité, vous le savez. Nous sommes donc également témoins de l'impasse dans certains couples face à d'abord l'échec. Près d'un couple sur deux n'aura pas d'enfant à l'issue. Et puis la souffrance qui est exprimée par certains couples autour de la surproduction embryonnaire et le devenir de leurs embryons. On n'en parle pas souvent, mais nous avons ces confidences dans notre service. Témoins aussi de désir profond des couples d'être guéris, de pouvoir procréer par eux-mêmes, comme nous en témoignent des femmes qui nous disent « Ah, j'ai eu un enfant naturellement », alors après avoir eu des cycles d'AMP qui sont terminés par un échec. Et ce mot « je suis guérie », qui revient assez souvent quand les femmes nous le disent, nous mobilise. Et je pense que c'est cette perspective vers une guérison aussi qui doit nous mobiliser. Le deuxième constat, c'est autour de la pratique du diagnostic prénatal. Aujourd'hui, la multiplication des tests, des diagnostics, de plus en plus précis d'ailleurs, mais rend les grossesses, beaucoup de grossesses, anxiogènes. Et au fond, l'annonce du risque de handicap, qu'il soit avéré ou non, provoque, nous en sommes témoins, un véritable tsunami émotionnel et relationnel pour la mère et le couple. Donc le soutien des équipes médicales qui est très nécessaire pour envisager des prises en charge adaptées et souvent sous pression des propositions d'interruption médicale de grossesse qui peuvent détourner de véritables thérapies d'ailleurs qui peuvent être possibles et puis d'un accompagnement, d'une prise en charge. Et ce projet de loi justement, ne va pas dans ce sens de meilleure prise en charge. Il est en totale rupture avec, d'ailleurs, les précédentes lois. En ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, cette loi entend supprimer le critère d'infertilité pour avoir recours à l'AMP. C'est une préoccupation majeure pour nous. Les couples infertiles sont les grands oubliés de ce projet de loi. Et ce changement de paradigme, parce que c'est véritablement un changement de paradigme, conduit aujourd'hui à des injustices et des reculs en cascade. Premier, intensification de l'AMP avec pierre d'honneur qui s'annonce, alors que c'est une pratique très minoritaire aujourd'hui, moins de 5% des enfants nés chaque année de l'AMP, qui n'est pas anodine et qui, d'ailleurs aujourd'hui, ce sont les enfants eux-mêmes qui sont demandeurs de la levée de l'anonymat. Cette levée ne supprimera cependant pas l'injustice d'une filiation éclatée et peut aussi révéler des bombes à retardement. Au contraire, cela devrait nous inciter à vraiment faire des recherches, notamment sur les causes d'infertilité masculine et de limiter le plus possible le recours à ce type d'AMP. Injustice pour les enfants, privés volontairement de toute origine, dans la mesure qui est proposée de dons de gamètes, de double don de gamètes,
et qui seraient privés de toute origine, et puis pour certains, privés totalement de père par l'AMP avec tiers donneur pour des femmes sans partenaire masculin et sans infertilité médicale. Des faits aussi, je dois le dire, et le souligner, pour les femmes à qui on proposerait une emprise médicale croissante avec la congélation ovocytaire, qui est en réalité une fausse promesse, et les experts aussi en ont témoigné, parce que ce n'est pas la promesse d'une assurance maternité, et certains disent que 3 femmes sur 4 n'auraient pas d'enfants à l'issue. Enfin, détournement de la mission même de la médecine et de l'assurance maladie. Sur quels critères les médecins pourraient refuser l'AMP? Rien n'est dit sur cette question dans la loi, et au fond, ce projet de loi est une atteinte sans précédent à la déontologie médicale. Comment prétendre aussi, avec ces glissements, interdire la GPA et les mères porteuses? C'est dire si le législateur doit prendre la mesure de sa responsabilité, car la souffrance et le désir de certains ne peut être le seul critère de discernement quand il s'agit de l'intérêt des enfants. Il n'est pas là pour céder à des modes ou à des pressions de quelques-uns, mais vraiment pour servir l'intérêt de tous. Au fond, notre association regrette et vous alerte sur les impasses sur 3 enjeux fondamentaux. 1, la lutte contre l'infertilité. Et nous sommes bien sûr en faveur de l'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Mais comment mettre réellement, d'une manière volontariste, une politique en œuvre sur la lutte contre l'infertilité si l'infertilité n'est plus mentionnée comme critère de recours à l'AMP? Nous avions proposé, lors de précédentes auditions, que l'Agence de biomédecine puisse faire un recensement systématique des causes des demandes d'AMP, justement pour permettre d'orienter les recherches à la fois vers la restauration de la fertilité et la prévention de l'infertilité. La deuxième enjeu fondamental, c'est la lutte contre l'eugénisme et une réelle prise en charge du handicap. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale du handicap. Et comment peut-on concilier les appels vraiment justifiés de la secrétaire d'État Sophie Cluzel pour une société toujours plus inclusive et en même temps donner les signes que certaines personnes handicapées auraient mieux fait de ne pas naître. Et ce qui est inquiétant, c'est la pression exercée en faveur de nouveaux tests génétiques, avec le DPNI notamment, dont l'encadrement serait renvoyé à des décrets et ne serait plus et échapperait aux législateurs. D'ailleurs, on peut se demander qui parmi nous aurait échappé à ces tests génétiques. Donc nous pensons que la France aujourd'hui devrait vraiment rééquilibrer les politiques à la fois de dépistage, d'annonce et de prise en charge du handicap. Enfin, la troisième grande cause qui doit préoccuper le législateur, c'est celle de l'intégrité de l'espèce humaine. Je laisse la parole à Blanche Trep, qui est pharmacienne et directrice de la formation et de la recherche à Alliance Vita, pour vous en parler. N'oubliez pas que nos collègues souhaiteront peut-être vous poser des questions. Si vous abordez tous les sujets et que vous donnez toutes les réponses, la réunion sera très rapide. Je préfère, mais enfin bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, moi je voudrais faire un focus sur la question de l'embryon humain dans ce projet de loi. Et je commencerai en vous disant que je crois qu'on ne peut plus raisonner comme si l'embryon humain évoluait dans 2 domaines qui sont complètement distincts, à savoir celui de l'assistance médicale à la procréation et celui de la recherche, dans lequel ces cellules sont instrumentalisées, rentrent dans des protocoles de recherche ou sont mises en culture. Je crois que ces 2 domaines, aujourd'hui, se percutent, ces enjeux se percutent et se rencontrent, et d'autant plus dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes lancés dans une dynamique internationale de surenchère technicienne autour de la procréation assistée et artificielle et autour des biotechnologies qui viennent contourner les importants problèmes liés à l'infertilité. Derrière tout ça, il y a un certain nombre de marchés à prendre. Vous le savez, à nos portes, les premiers bébés génétiquement modifiés sont déjà nés, non pas seulement par la méthode CRISPR, mais aussi par la technique de la fécondation in vitro à 3 pays, dans plusieurs pays.
Ces techniques sont aujourd'hui ouvertes dans le cadre de la recherche fondamentale, dans l'article 17, comme vous le savez, aujourd'hui dans le cadre de la recherche. Mais pensons tout de suite à l'étape suivante et nommons-la, puisqu'il s'agit, lorsqu'il y a une technique qui est là, de penser aussi au basculement qu'elle contient déjà. Et cette étape suivante, c'est celle contestée de la thérapie embryonnaire, dont peut-être nous reparlerons. L'autre démonstration de cette dynamique, c'est celle de l'ouverture dans ce projet de loi à la recherche sur les gamètes artificiels. Et derrière tout ça, je voudrais relever un paradoxe. Ces techniques nous mettent dans une dynamique, au fond, de l'enfant à tout prix, à n'importe quel prix, quand bien même le prix à payer, ce serait par l'enfant lui-même, et dans un contexte contradictoire, comme vient de l'évoquer Caroline Roux, d'extension permanente du diagnostic préimplantatoire, y compris pour des pathologies qui ne sont pas héréditaires, au fond dans une dynamique de contrôle, qualité de l'embryon, de passage au crible de plus en plus des enfants à naître, dans une perspective au fond de droit à la procréation sans sexe pour tous, comme l'évoque le député Jean-Louis Touraine. Il y a vraiment un phénomène qui s'emballe derrière tout ça, et c'est un véritable enjeu de société, un véritable projet de société, celui de l'enfant accueilli sans condition versus l'enfant programmé et bricolé. Sur la modification du régime qui encadre l'embryon humain, passer d'autorisation à déclaration, c'est une nouvelle façon de banaliser un petit peu plus l'instrumentalisation de l'embryon humain. Cela enlève la nécessité de prouver qu'il n'y a pas d'alternative à ces cellules, et au fond, cela pousse indirectement à la consommation de l'embryon humain. Et là, je relèverai un autre paradoxe, celui que, voilà, on est en train de fragiliser toujours plus l'encadrement de l'embryon humain et des cellules souches embryonnaires, et en parallèle, eh bien, on ouvre à de nouvelles perspectives, de nouvelles transgressions, si l'on peut dire, comme celle d'utiliser ces cellules pour créer des gamètes artificielles ou pour les introduire dans des chimères, comme le permet l'article 17. Ce changement de régime, au fond, il n'a qu'un seul objectif, qui est celui de faciliter le travail administratif de quelques chercheurs. Et cela, ça nous questionne parce que, en tant que citoyens, en tant que pharmaciens aussi, voilà, nous aimerions entendre d'autres scientifiques qui travaillent sur ces perspectives prometteuses de la thérapie génique, de la médecine régénératrice, et qui utilisent des ressources biologiques qui ne posent pas les enjeux éthiques importants que pose l'embryon humain. Sur la perspective du développement jusqu'à 14 jours in vitro, vous le savez, c'est un basculement important, puisque à ce stade de développement in vitro, eh bien, l'embryon commence à développer son système nerveux. Il est implanté depuis au moins une semaine, ce qui oblige à modifier la manière dont on va le mettre en culture. Et puis sur ce point-là, voilà, le projet de loi ouvre à ces modifications juste parce que des équipes commencent à le faire à l'étranger, et que voilà, peut-être un jour on aurait besoin de travailler comme ça. Et c'est un peu ce qui transparaît dans plusieurs articles de ce projet de loi, c'est ouvrons, testons, et on verra bien plus tard les éventuelles conséquences. Au fond, ça, par certains endroits, c'est un peu après la loi le déluge. Et vraiment, si c'est la faisabilité technique qui vient ordonner à la bioéthique, je crois qu'il n'y a plus de limite, au fond, dans cette vision un peu utilitariste. Et l'argument massu, qui est celui de la compétitivité vis-à-vis de l'étranger et des perspectives et des bénéfices à en tirer, n'est pas, je crois, un argument recevable dans le cadre de la bioéthique en elle-même. Parce que derrière tout ça, et j'en ai bientôt terminé, il y a quand même la mise en souffrance de deux grands principes qui sont structurants et qui sont fondateurs dans cette loi bioéthique. Le premier, c'est celui de la protection de l'intégrité de l'espèce humaine, fragilisée par l'article 17, les transgéniques et les chimères, et celui de l'article 16 du Code civil, qui assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'un embryon humain est un être humain et qu'il n'y a
nul autre instant, nul autre point du temps et de l'espace qui constitue le commencement d'une vie humaine que celui de la fécondation, qu'elle soit in vitro ou qu'elle soit in utero. L'embryon, de plus en plus, je crois, nous crie son humanité, et la manière dont il est convoité dans la procréation assistée, je crois, en est la plus forte démonstration. Il est déjà l'être humain qu'il deviendra, et ce n'est pas le fait de perdre son étiquette de projet parental qui modifie quoi que ce soit dans sa nature. Ce qui change, c'est uniquement le regard qui est posé sur lui. Voilà, je crois que notre appel est de réfléchir ensemble à vraiment promouvoir une science qui ne se laisse pas happer dans une dynamique toujours plus technicienne, mais qui travaille à vraiment honorer cette science qui se met pleinement au service de l'homme sans jamais le réduire à un objet. Je vous remercie.